Sprint final de négociation avec Washington. Le Canada se verra-t-il imposer des tarifs de 50 On est arrivé ici pour continuer d'avancer vers une entente. Des caméras corporelles pour les policiers du SPVM d'ici 1 an. Je l'ai vu aux États-Unis et un peu partout, ce n'est pas une solution miracle. Ça n'a pas été concluant ailleurs, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être concluant à Montréal. Le Parti québécois abolirait Santé Québec s'il était porté au pouvoir. On est devant un État dans l'État qui décide de l'allocation et de l'embauche à son gré des fonds publics sans aucune reddition de compte. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Il n'y a toujours pas d'entente entre le Canada et les États-Unis. À quoi peut-on s'attendre d'ici minuit 1, moment où devraient entrer en vigueur les droits de douane américains de 50 après, je le rappelle, un sursis de 3 jours? Est-ce qu'il y aura un autre prolongement? Chose certaine, Dominique Leblanc a quitté le bureau du représentant au commerce Jamieson Greer à Washington en soirée. Le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis a mentionné qu'il reste quand même du travail à faire. Vous avez peut-être noté, Mme Charette demeure à l'édifice, à l'intérieur, pour faire le travail qui s'impose. On est arrivé ici pour continuer d'avancer vers une entente qu'on croit est dans l'intérêt des travailleurs canadiens, de l'économie canadienne. On est encouragé parce qu'on continue de faire, d'avancer, de faire du progrès. Bon, et de l'autre côté, Donald Trump était plutôt enthousiaste quant à une éventuelle entente. Have you come to a deal there? Pretty much, I think so. We'll see. I've dealt with the Prime Minister. I've got a good relationship. And yeah, we have to take care of our farmers. The farmers are very important to me. Je poursuis la discussion avec le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Sabrina. Bon, là, encore une fois, on se retrouve dans le même scénario. On est à peine à un petit peu plus d'une heure d'une possible imposition de nouveaux tarifs douaniers de 50 Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Donald Trump donne un nouveau sursis au Canada? Il est toujours extraordinairement difficile, voire périlleux, de prédire ce que Donald Trump va dire et encore plus périlleux de prédire ce qu'il va faire. Parce qu'il ne sent ça. Que l'on prend de l'Iran ou du commerce, Donald Trump ne se sent pas lié parce qu'il a dit, ni même parce qu'il a promis. Alors, on verra pour la suite. Il est très clair que Donald Trump, ici, se joue de cette arme qui est l'incertitude chez l'autre. Et il est devenu un vecteur d'incertitude, tant dans la négociation et même dans les accords qu'il va signer. Mais il y a quelque chose de révélateur, je crois, dans ce qu'il a dit. Par exemple, je veux un très, très bon accord pour nos fermiers ou quand l'automobile. Donald Trump fait de la politique court terme avec des accords internationaux sur le commerce. Quand il parle d'automobile, il parle du Michigan. Quand il parle de l'agriculture, il parle bien sûr des producteurs laitiers du Wisconsin. Et bref, il fait de la politique micro sur des enjeux macro. Vraiment. Et en même temps, est-ce qu'il y a des signes quand même qui sont encourageants? Parce qu'on a vu aujourd'hui, bon, encore une fois, Dominique Leblanc qui est resté jusqu'à tard en soirée. Janice Charette également, négociatrice en chef, qui est restée plus tard que également Dominique Leblanc. Mais en même temps, d'un autre côté, on a entendu que le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, jugerait que l'entente est insatisfaisante. Est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce que c'est bon signe? Oh, il n'est pas à exclure. M. Lutnick, c'est le frotteur de M. Trump. Alors, à la fin, ce que Donald Trump va dire, c'est ce que tout le monde va répéter par la suite. Il n'est pas impossible ici qu'il y ait une espèce de jeu de bon cop, bad cop. C'est-à-dire qu'on laisse croire qu'il y a des gens de la ligne dure qui ne veulent pas une entente, peut-être pour forcer ou intimider l'opinion publique et les négociateurs pour avoir une entente à rabais, parce que potentiellement, ça pourrait être pire. On oublie peut-être que l'opinion canadienne, elle, se durcit aussi. On en a soupé des concessions. Et on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Certains premiers ministres, le premier ministre du Manitoba, était surtout de ce discours-là. Il a moins à perdre, lui, que le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Il faut noter ça. Mais aux États-Unis, dans les signes encourageants, il y a beaucoup de gens qui commencent à trouver qu'un non-accord avec le Canada
affaiblit l'économie américaine, nuit aux entreprises américaines, augmente les prix pour les consommateurs américains. Et des gens qui veulent une entente, ils ne sont pas que du côté canadien de la frontière. Tout à fait. On l'a entendu notamment cette semaine. Mais justement, si le Canada n'arrive pas finalement à une entente ce soir, que finalement il y a une imposition de tarifs là, au cours des prochaines heures, c'est le Canada qui va moins bien paraître ou peut-être les États-Unis dans tout ça? Ça va jouer sur le temps plus long. D'abord, il est tout à fait envisageable qu'il y ait un nouveau sursis parce qu'un signe révélateur, c'est que ça négocie en très, très haut lieu. Donc, c'est pas comme s'il y avait là, une non-négociation. Il y a véritablement les termes d'un accord. Maintenant, à la suite de ça, on verra si, à terme, tout le monde n'a pas intérêt à avoir un accord gagnant-gagnant. Vraiment. En tout cas, on reste scotché, bien évidemment, à notre téléphone cellulaire pour savoir les développements. Merci beaucoup, Guillaume. Mon plaisir. Bon, maintenant, c'était demandé depuis longtemps. Hein? Eh bien, les quelques 3500 policiers de Montréal et leurs véhicules de patrouille vont être équipés de caméras. Le projet devrait être déployé d'ici 1 an. La métropole qui emboîte donc le pas à Toronto, Vancouver et aussi de nombreuses villes américaines. Le reportage de Lily Mercure. Je me trouve devant le poste de quartier 39 du SPVM. C'est ici que des allégations graves de racisme ont éclaté au début de l'été. Ça a été annoncé ce matin, c'est officiel. Tous les policiers de Montréal, soit près de 3500 agents et leurs 600 véhicules de patrouille, seront à l'avenir munis de caméras de surveillance. Lorsqu'une intervention policière est remise en question, les citoyens, comme les policiers, ont intérêt à ce que nous puissions établir les faits. C'est un excellent pas vers l'avant. C'est très positif, autant pour les citoyens de savoir que le policier il est filmé, donc il y a une retenue émotionnelle, une tenue intellectuelle dans son intervention, un professionnalisme de sa part. Le coût du projet à Montréal est évalué à 40 millions de dollars et la Ville s'attend à une contribution du gouvernement du Québec. J'ai eu beaucoup de conversations avec le ministre de la Sécurité publique, M. Yann Lafrenière, dans les derniers mois. Il y a de cela 10 ans, j'étais au SPVM quand on a fait le premier projet pilote. À l'époque, avec les technologies qui existaient déjà, il y a certains drapeaux rouges qu'on avait levé, des choses qui ne fonctionnaient pas à 100 %. C'est pour ça que ça a été mis de côté. De revenir avec cette technologie, j'en suis heureux. Je veux cependant être prudent, vous dire que ça ne réglera pas tout. Il y a certains enjeux qu'on a toujours avec les caméras portatives. Et le premier enjeu, c'est ce que j'appelle la survie des médias sociaux. C'est-à-dire pour un policier qui a été filmé par un citoyen et on voit juste une partie de l'image sortir dans les médias, puis ils se font critiquer beaucoup. On ne pourra pas, nous, en temps réel, ressortir ces images-là au niveau légal. Ici, qu'est-ce que ça va changer à Montréal-Nord plus précisément? Justement, ça, c'est une grave situation qui dit que il y a des policiers qui ont pris des dreads à un suspect noir, de la couleur noire, puis ils l'ont gardé en tant que trophée. Justement, ça, c'est le meilleur exemple que ça serait la plus grande protection pour le Québec, parce que je pense que le racisme est fini, là. Au pire, c'est pas question que je dis les policiers sont racistes ou pas, mais pour qu'ils se protègent puis qu'on se protège. Dans la grande cité de Montréal, cette ville métropolitaine où assez souvent il y a des dérapages et on ne sait jamais la vérité. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que dans la croyance populaire, c'est sûr que les caméras pourraient avoir un sentiment que les gens vont être plus protégés. Malheureusement, toutes les études au Québec, mais aussi aux États-Unis, ont démontré que les caméras ne protègent pas du profilage racial. L'administration municipale a aussi annoncé un règlement pour protéger les employés municipaux, incluant les policiers, contre les insultes, les menaces et l'intimidation. Un phénomène en augmentation de 263 % entre 2019 et 2025. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Et je poursuis la discussion avec Yannick Dion, notre collaborateur. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Sabrina. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça va changer d'avoir des caméras corporelles au niveau des policiers, mais au niveau également des autopatrouilles? Bien, je pense que c'est une évolution. Là. La technologie évolue, évidemment. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'implanter les caméras personnelles, les caméras corporelles au niveau policier. Je pense que ça peut amener certains avantages au niveau notamment de la documentation des preuves objectives. Là. En fait, ça va amener des éléments de contexte qu'on a
peut-être pas des fois dans certaines enquêtes. Donc, c'est des éléments qui peuvent bonifier les enquêtes, qui peuvent apporter de la transparence. Évidemment, c'est un outil supplémentaire, mais ça ne réglera pas tous les problèmes, évidemment. Donc, la discussion entre les groupes communautaires et ce genre de choses-là va demeurer important dans les relations entre la police et la communauté. C'est pas seulement là, le fait d'avoir des images supplémentaires, des interventions qui va régler tous les problèmes. Évidemment, il y a des enjeux... Oui, ça, je m'en dire, au niveau des enjeux, qu'est-ce que ça peut amener, justement, d'avoir des caméras corporelles sur les policiers? Bien, il y a des enjeux, évidemment, législatifs. Présentement, là, le cadre législatif va devoir être défini. Il y a certains éléments qui existent présentement, mais tout ça va devoir être défini de façon supplémentaire. Également, des enjeux technologiques. Hein. On sait que si on prend des images, il faut traiter ces images-là. Il faut qu'on les rende disponibles aux enquêteurs dans le cadre des enquêtes. Il faut qu'il y ait les capacités technologiques de pouvoir les traiter. Puis c'est la même chose dans les salles de cours. Donc, ça nécessite des investissements qui sont quand même majeurs. On le voit à Montréal, là, on parle de 40 millions, un investissement d'entrée de jeu, je pourrais dire, puis il va y avoir d'autres investissements dans l'ensemble du système de justice à considérer également. Effectivement, parce que notamment, la Ville de Toronto, les policiers ont des caméras corporelles. Et juste peut-être en quelques phrases, j'aimerais qu'on termine là-dessus, parce que le gouvernement du Québec vient de signer un décret pour interdire le port du logo des Hells Angels. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Je pense que c'est un avancée majeure au Québec. On a vu récemment là, les Hells, un déplacement d'une cinquantaine d'Hells Angels sur la Côte-Nord avec leurs couleurs. Donc, c'est des éléments d'intimidation pour le public. Si on est capable de les empêcher de porter leurs couleurs, bien évidemment, on vient jouer sur le sentiment de sécurité de la population. Puis ça, c'est vraiment un outil intéressant pour les policiers, comme les caméras vont l'être également, mais c'est des outils supplémentaires dans l'appareil policier qui vont aider à rassurer le public et à augmenter le sentiment de sécurité également. Voilà, Yannick Dion, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée. Ça fait maintenant 10 ans que le policier Thierry Leroux a perdu la vie lors d'une intervention à Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue. Et ces jours-ci, il y a une cinquantaine de cyclistes qui parcourent plus de 500 km pour lui rendre hommage, mais aussi à d'autres agents morts en service. Le reportage de Coralie Morancy. Déjà 10 ans, mais c'est comme si c'était hier. Et chaque année, cette randonnée-là, ça nous permet de faire un pas en avant pour notre deuil. Mais c'est aussi une façon de remercier ceux qui, au quotidien, enfilent leur uniforme puis continuent à prendre soin de notre bien-être et de notre sécurité. Je me rappelle de Thierry, que j'ai rencontré 2-3 semaines avant son décès, malheureusement, à Lac-Simon. J'étais de passage pour aller à Val-d'Or comme policier au SPVM. Et par la suite, j'étais présent à ses funérailles, il y a de cela 10 ans, aux côtés de son père, à qui j'ai promis de jamais l'oublier. Je ne savais pas ce que la vie nous amènerait. Et à chaque année, je suis là, je suis avec lui. J'ai roulé avec Michel, son fils, pour Thierry Leroux. C'est tout le temps touchant. Nous, au départ, on voulait que Thierry soit pas mort pour rien. Mais aujourd'hui, les policiers et policières à Lac-Simon sont dans un contexte beaucoup plus sécuritaire qu'ils étaient. On aide ces enfants-là au niveau du sport et au niveau académique. C'est ce que Thierry faisait à Lac-Simon. Nous, on l'a étendu à plus grande échelle. On a déterminé que le prochain viaduc portera le nom de Thierry Leroux. Ça va se faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous le dis avec de l'émotion. Il va y avoir aussi Benoît Lécuyer qui va avoir son viaduc à Longueuil. Benoît Lécuyer, c'est un policier avec qui j'ai fait mes études ici à Nicolette. On était ensemble. Benoît vivait dans ma circonscription, dans Saint-Hubert. On va espérer qu'il soit fier de nous autres. C'est sûr que oui. Oui, j'espère. La randonnée se poursuit demain avec une dernière boucle en direction de Durham. Les cyclistes passeront notamment vers Valcourt et Actonville avant de terminer cette 8e édition de la randonnée Thierry Leroux. À Nicolet, Coralie Morancy pour Nouveau Info.
Olivier Primo va faire campagne pour la CAQ en vue des élections d'octobre. L'homme d'affaires va notamment aller à la rencontre d'entrepreneurs et accompagner la première ministre Christine Fréchette à l'occasion. Et toujours à la CAQ, eh bien, il y a le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui a finalement annoncé qu'il va briguer un nouveau mandat. Il représente la circonscription de Bordua à Montérégie depuis déjà 2014. Puis un gouvernement du Parti québécois abolirait Santé Québec s'il est élu en octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Le PQ utiliserait les sommes économisées pour renforcer la première ligne et l'accès aux soins par le biais des CLSC. La formation veut aussi diminuer les listes d'attente en chirurgie. Selon le chef péquiste, Santé Québec n'a pas répondu aux attentes malgré l'ajout de centaines d'employés. D'abord, on est bel et bien devant un monstre de bureaucratie. Il faut reprendre le contrôle sur cette société d'État. Il y a environ 900 fonctionnaires de plus en 2 ans pour gérer exactement le même réseau. Pendant ce temps-là, les services ne s'améliorent pas. Bon, toujours en politique, convaincre les jeunes d'aller voter, c'est toujours un enjeu. Lors du dernier scrutin provincial, la moitié des 18 à 24 ans ont exercé leur droit de vote. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, Véronique Dubé est allée à leur rencontre pour connaître les enjeux qui les préoccupent. De quoi les politiciens devraient parler pour cette campagne électorale, pour aller chercher les jeunes? Je pense l'accès au logement, aussi les stages. Il y en a beaucoup qui ça les inquiète parce que, tu sais, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins en même temps de faire les stages. On a eu certains, sur les derniers mandats, certains projets de dépenses publiques avec beaucoup de dépassements et beaucoup de, on pourrait dire, de gaspillage d'argent public. Je pense que tout ce qui a trait aux dépenses publiques doit rester le sujet principal de la campagne, je l'espère en tout cas. Actuellement, sur la scène provinciale, il n'y a pas beaucoup de députés de moins de 30 ans. L'organisme Force Jeunesse lance donc un message clair aux partis politiques. Et les partis politiques doivent parler à l'intelligence des gens, à l'intelligence des jeunes et aller au-delà de la clipe. Je pense que c'est comme ça qu'on va augmenter le taux de participation. Marc-André a 30 ans. Il est gestionnaire dans une entreprise privée. Pour lui, sa priorité, c'est le maintien des services publics. Tu as déjà eu des couleurs un petit peu plus partisanes, mais là, tu sais pas du tout pour qui voter pour l'instant. Bien, je ne veux pas reprendre un terme qui ne m'appartient pas, là, mais je suis un peu un orphelin politique, effectivement, parce que l'ensemble des partis mettent de l'avant des bonnes idées, mais moi, ce que je recherche, c'est comment on va continuer à bâtir le Québec à long terme, et non pas la mesure électorale qui peut sembler alléchante. On a un fardeau fiscal plus élevé que plusieurs pays dans le monde, qu'ailleurs dans les autres provinces canadiennes, mais ça vient avec un panier de services. Mais là, ce panier de services-là s'effrite. Je veux dire, mes futurs enfants n'auront possiblement pas de place en CPE. Je n'ai pas de médecin de famille. On connaît la situation dans les écoles publiques du Québec. Là, au-delà des infrastructures, il y a la qualité de l'enseignement, les ressources qui sont données également. Ce modèle-là, ce tissu-là qui nous a permis de mettre de l'avant l'égalité des chances. Hein? Donc, peu importe qu'on naisse à Shawinigan, je viens de Shawinigan, d'une famille moins aisée, ou de Montréal, d'une famille plus aisée, on a théoriquement la même chance dans la vie. Alors, c'est plutôt la préservation de ce modèle-là. À l'urgence, et pour elle, c'est inconcevable qu'il n'y ait aucun jeune en politique en ce moment. Bien, tout simplement parce qu'on arrive avec une perspective différente. Je pense qu'il y a des problèmes sociétaux, modernes, pour lesquels les jeunes ont une opinion et veulent la partager. Si on parle, par exemple, de l'enjeu de l'intelligence artificielle, bien évidemment, on est la génération et les générations subséquentes qui vont être le plus affectées par cet enjeu-là. Et on veut que ça se transforme en gain réel pour la jeunesse, une réelle représentation. Parfois, on voit les partis politiques présenter des candidats jeunes qui sont malheureusement dans des circonscriptions qui sont difficilement gagnables. Puis ça, c'est quelque chose qui doit changer définitivement. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite de ça, de la part des partis politiques, c'est sûr qu'on s'attend à des promesses qui vont changer les choses réellement pour la jeunesse, notamment en termes d'accès au logement. Madame Fréchette, vous savez pas c'est qui la première ministre? Celle qui a remplacé pour la CAQ, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Oui, il faut définitivement se renseigner plus, définitivement. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. Bonsoir
Sabrina. Bon, ce qu'on vient d'entendre, c'est du Simple Plan parce que c'est le retour du Vans Warped Tour à Montréal. Après 12 ans d'absence, festival punk rock qui est de retour. Tout un concept quand même parce que on sait la programmation, qui va jouer quel jour. Donc, la programmation de ce soir était dévoilée, la programmation de demain soir, donc Simple Plan, c'est demain. Mais on ne sait pas quel artiste va jouer sur quelle scène, ni à quelle heure. Donc, on arrive sur le site et là, vous avez vu, ça, c'était la programmation. On la découvre directement au Parc Jean-Drapeau. Donc, il faut arriver tôt, puis ça se bouscule un peu. Tu écoutes 15 minutes d'un artiste, 15 minutes de l'autre parce que tu veux pas rien manquer, parce qu'il y a ben trop d'artistes au Vans Warped Tour. Et j'ai parlé plutôt au vice-président de la programmation d'Evenco, Nick Farkas, parce que Montréal est la seule ville canadienne à accueillir ce festival-là. C'est en tout 5 villes nord-américaines qui vont accueillir The Vans Warped Tour. Et je lui demandais, est-ce que ça va être le même concept qu'autrefois? C'est différent parce qu'à l'époque, tout arrivait le matin. C'était incroyable à voir. Il y avait comme 8 scènes qui arrivaient le matin, puis ça montait, puis c'était prêt pour partir à midi. Nous autres, on crée notre site pendant 2 semaines avant Osheaga. Et là, c'est d'utiliser la même infrastructure qu'on a pour les autres festivals. C'est que pour eux autres, c'est ça le modèle sur les 5 villes, c'est qu'il y avait déjà un autre festival la fin de semaine avant. C'est que c'est genre, à place d'être toutes des petites scènes avec production douteuse, c'est des vraies scènes avec la vraie son et lumière, vraie infrastructure d'un festival. Autre idée de sortie maintenant, la nouvelle expérience Festilumi est maintenant ouverte. On est complètement ailleurs pour les familles, c'est parfait. 1,5 km complètement illuminé, ça se passe au marché central à Montréal. Donc, il y a un nouveau monde de dinosaures, il y a un labyrinthe, il y a une quête aussi pour les enfants. Donc ça, c'est le fun, ils deviennent des petits magiciens. Donc, ça a lieu présentement, cette 2e édition de Festilumi à Montréal. Il y a Annie Villeneuve qui offre une version remixée de la chanson et c'est pas fini. Je pense que j'ai tanné tout le monde à nouveau aujourd'hui. Je l'ai écouté à peu près 12 fois. Après Tomber à l'eau version remix, elle nous offre ce succès de Star Academy 2003 et c'est pas fini et c'est franchement bon. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. C'est accrocheur, cette chanson-là. J'aime tellement ça. C'est parfait avec la fin de l'été. Beaucoup plus dense que la version de 2003. Puis je vais continuer de l'écouter. C'est pas fini parce que je vais continuer de l'écouter toute la fin de semaine. Ce qu'on voyait pas non plus, c'est que tu dansais pendant qu'on a mis l'extrait. J'ai sauté, j'ai tout fait ça. Tu l'aimes vraiment beaucoup. Bon, ben super. Merci beaucoup pour les suggestions week-end. Ça part le week-end, cette chanson-là. Vraiment. Les déplacements seront difficiles toute la fin de semaine en raison de chantiers routiers dans la grande région de Montréal. Il y a 2 ponts qui seront partiellement fermés. On parle du pont Samuel de Champlain qui ne sera pas accessible en direction sud à compter donc de 23h ce soir et ce pour toute la fin de semaine. Puis il y a le pont Victoria qui sera lui complètement fermé vers Montréal jusqu'à 5h lundi matin. Il y a le ministère des Transports qui recommande aux automobilistes d'emprunter plutôt le pont Jacques-Cartier. D'autres entraves qui sont aussi prévues, notamment l'échangeur Turcot et dans le secteur de Boucherville. Bon, eh bien, maintenant, on est toujours en attente à savoir s'il y aura donc imposition ou non de tarifs douaniers à partir de minuit 1 ce soir. Les négociations qui seraient toujours en cours. Également, dès lundi, retour à la programmation régulière de Nouveau Info. Alors voilà là-dessus, passez un agréable week-end. À plus tard.